à tous, chers auditeurs. Lève tôt ou couche tard, l'équipe du 5-7 est encore sur le pont toute cette semaine pour vous accompagner avec vos rendez-vous préférés, l'esprit d'initiative, consacré à un robot tatoueur. En tant que designer, mon métier questionne la place des objets, outils et services de notre quotidien. C'est donc en écoutant ces propos que je me suis interrogée sur les usages numériques des jeunes enfants. Et à 6h20, alors que les vacances approchent, nous allons parler de vos enfants. J'imagine que vous aussi, vous avez du mal à les décrocher de leurs écrans. Et pourtant, il serait bien de profiter de l'été pour le faire, car il en va de leur santé psychique, nous expliquera la psychologue Sophie Marinopoulos. Pour profiter du 5-7... Mais par où commencer ? Avec qui en parler ? Comment comprendre ce phénomène de révolution numérique qui bouleverse notre société, à commencer par les tout-petits ? C'est au début de mes travaux de recherche que j'ai rencontré Lisa. Elle était alors doctorante en sciences cognitives et docteure maintenant. Elle est spécialiste du développement du jeune enfant et c'est au Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, que nous avons commencé à discuter. J'ai découvert l'ampleur du débat concernant l'utilisation des outils numériques par le jeune enfant en France. En tant que chercheuse, j'ai donc écumé les articles scientifiques sur le sujet. Et j'ai très vite constaté qu'en comparaison à la folie médiatique environnante, nous avions peu de connaissances sur l'impact des outils numériques sur le développement du jeune enfant. Lors d'une réunion du collaboratoire de recherche sur la petite enfance, Premier Cri, que nous avons co-créé avec Marion, nous rencontrons Léa. Interne en pédiatrie, Léa nous confirme l'ambiguïté que nous avions constatée. Le numérique inquiète autant qu'il fascine. Léa nous fait part de l'inquiétude grandissante des parents au sujet du numérique et du manque de formation sur le sujet en tant que professionnels de santé. Nous décidons de partir ensemble à la conquête de la petite enfance et du numérique. Nous avons rencontré de nombreux chercheurs, des familles, des psychiatres et un psychomotricien, une députée, des enseignantes et une éducatrice de jeunes enfants, mais pas que, des designers et des entrepreneurs qui, eux aussi, souhaitent mettre leurs compétences au service de cette question complexe. De janvier à décembre 2020, nous avons rencontré 39 intervenants et réalisé 30 entretiens, tous retranscrits à la main, écrit des dizaines et des dizaines de questions, passé des heures à discuter d'un sujet qui nous questionne toutes et tous. Ce MOOC est à l'image qu'on souhaitait lui donner, une rigueur scientifique dans une approche interdisciplinaire. Ici, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions. Nous espérons plutôt que ces 5 épisodes éveilleront en vous un nouveau regard et vous donneront envie de relever avec nous de nouveaux défis pour la petite enfance. Mais comment aborder une question aussi complexe ? Mais quelle est notre question ? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre ? Oui, c'est vrai que la question n'est pas vraiment définie. Je te propose que pour ce premier épisode, on aille sur le terrain, interroger les acteurs et actrices pour comprendre à la fois leurs inquiétudes et leurs espoirs. Ok, c'est parti pour l'épisode 1, le numérique, un ensemble de problématiques. Il y a plusieurs changements. Il y a d'abord les questions des parents. J'ai commencé à travailler début des années 80. Nous n'avions pas ces questions autour de l'écran, telles que nous les avons aujourd'hui, où les parents sont extrêmement préoccupés. Ils ont beaucoup de mal à s'y retrouver sur les messages autour des écrans, autour du numérique. Ils ne savent pas trop, finalement, qu'est-ce qui est possible, pas possible, à quel moment on a dépassé la limite de l'acceptable pour leur enfant. Là, ils ont énormément de questions. Ça, c'est une première chose. Donc, ça a beaucoup changé la façon dont les parents questionnent la relation à leur enfant. Ils s'enferment. Je crois qu'une des difficultés qu'on a, mais c'est pas comme maternelle, c'est que les parents n'ont jamais été élèves dans les nouveaux mobiliers, dans les nouvelles classes qu'on met en place ou avec les nouveaux outils. Donc quelque part, ils ont l'impression de découvrir un autre monde qui peut faire peur quand on écoute évidemment les médias. Mais je crois que là, vous avez tout à fait raison, il faut sans doute qu'on s'attache davantage à former les parents à la découverte des côtés positifs du numérique et de l'intérêt qu'on a à gérer le temps, à gérer vraiment l'attractivité et le potentiel de développement des connaissances et des compétences. Et puis ensuite, il y a la culpabilité des parents qui évoquent leur difficulté à poser des limites parce qu'eux-mêmes utilisent beaucoup les écrans, le numérique, et que du coup, ils ont du mal à poser un interdit sur quelque chose qui est devenu omniprésent dans l'espace familial et pour lesquels ils ont eux-mêmes du mal à poser des limites
pour eux-mêmes. Une identification à l'enfant dans ce besoin d'aller y voir dans cet écran, qui est quelque chose qu'ils connaissent bien pour eux-mêmes. Et ça les met en difficulté. Donc, ils disent souvent « je cède », comme s'il y avait un bout d'eux qui n'avait pas réussi à rester parent et à rester un bon parent jusqu'au bout. Voilà, tout ça, c'est des choses que nous n'entendions pas autrefois et qui font partie de la vie des parents d'aujourd'hui. Tout au départ, nous, on voyait pas le danger des écrans. Sincèrement, pour nous, il n'y avait aucun mal à ce que l'enfant reste plusieurs heures devant la télé. Ça, c'était vraiment tout au départ. En se rendant compte, effectivement, par des échanges avec des professionnels de santé notamment, qui avaient un impact sur le mental, sur le langage, ça nous a permis aussi de remettre en cause nos habitudes. Et on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions alternatives pour occuper nos enfants de manière bénéfique pour eux. Mettre un enfant devant un écran, c'est aussi parce qu'on n'est pas complètement rassuré par sa capacité à être en relation avec son enfant. Je pense qu'il faut être très à l'écoute des besoins des parents aussi, qui des fois sont qui ont beaucoup de mal à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et du coup, l'outil numérique devient, enfin en tout cas le smartphone, la télé, devient une possibilité d'occuper son enfant. Je sens à la fois une vraie attente, notamment des parents qui sont un peu désorientés et qui ont en tout cas un besoin d'avoir une réponse qui soit un peu solide, qui ne soit pas définitive et qui ne soit pas de l'ordre de l'injonction évidemment, mais en tout cas qui leur permette de donner des repères sur la façon dont ils doivent accompagner leurs enfants dans une situation qu'eux-mêmes n'ont pas vécue étant enfants. Donc je sens qu'il y a une attente très forte en tout cas de la part à la fois des parents et des professionnels de la petite enfance. Le sujet du numérique n'est pas du tout abordé, en tout cas dans la majorité des structures dans lesquelles j'ai travaillé aujourd'hui. Il y en a sûrement, il y a des endroits où on en parle, où on en discute. Aller se former, c'est aller dans des conférences par soi-même, aller lire des articles, des livres et tout ça. Cependant, il y a quand même cette question-là, c'est-à-dire qu'on va se dire, il y a un moment où on va se poser la question de savoir quand on voit qu'un enfant est un peu, on va se dire peut-être qu'il y a cette histoire d'écran qui est en jeu. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est très peu associé à ça. J'étais allée au RAM, j'étais allée même dans les services de PMI et je me rendais compte qu'il y avait des recommandations, voire des contrôles qui étaient assez stricts sur un certain nombre de règles de sécurité, par exemple des barrières, des choses comme ça. Et l'agrément était conditionné au respect d'un certain nombre de règles, mais que sur la question des écrans, il y avait aucun guideline, Et de la même façon que quand j'étais à la maternité, on a là aussi un accompagnement que je trouve très bien fait avec, par exemple, on nous parle du risque du bébé secoué, c'est bébé ou l'enfant secoué, de l'allaitement, de choses comme ça, et il n'y avait rien sur les écrans. Enfin, la seule chose dont on a vraiment entendu parler en structure ou dans le milieu de la petite enfance, c'est effectivement le principe du 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Qui ouvre des portes aussi pour aller un petit peu farfouiller sur le reste, pour aller chercher d'autres informations, mais c'est assez succinct. Mais justement, quelles sont ces informations, ces messages qui circulent auprès du grand public ? 3 messages semblent dominer les discours sur l'usage des écrans par les jeunes enfants. Le premier, celui de l'association 36912, portée par Serge Tisseron. Le deuxième, celui de la Société française de pédiatrie, dont Georges Pichereau est le premier auteur. Et enfin, la règle des 4 pas de Sabine Duflot, adoptée par les médecins généralistes comme Manon Collet. Il y a une référence qui m'aide beaucoup maintenant à expliquer les choses, c'est la métaphore alimentaire. C'est-à-dire, je me suis aperçu que finalement les écrans, c'est comme la nourriture. C'est-à-dire que l'estomac du bébé ne digère pas le beefsteak, on lui donne du lait, les écrans, c'est comme les beefsteaks, c'est comme les frites. C'est pas bon avant 3 ans, ce qui ne veut pas dire que ça soit pas bon en soi, mais l'enfant, avant 3 ans, ne peut pas le digérer. Voilà, donc avant 3 ans, on évite les écrans. Alors à partir de 3 ans, on les introduit progressivement, et un peu comme la nourriture. Si on ne met jamais devant un enfant devant un écran, j'ai rien contre, mais pratiquement, c'est difficile. Donc je conseille aux parents de fixer une tranche horaire,
par exemple entre 17h et 17h30 ou 18h, 18h30, voilà. De préférence devant une activité qui fait plaisir à l'enfant, ça permet d'arrêter l'écran plus vite. Et puis de la même façon qu'on préfère manger à plusieurs que manger tout seul, privilégier les écrans partagés, les jeux vidéo très simples qu'on peut jouer avec certains enfants entre 3 et 6 ans, des moyens métrages qu'on peut partager et regarder ensemble, toujours avec l'idée que quand on est ensemble, c'est encore plus facile d'en parler ensemble, et qu'encore une fois, parler des écrans, c'est ce qui va développer les compétences narratives chez l'enfant. Voilà. Puis après, quand l'enfant grandit, à partir de 6 ans, évidemment, on va essayer de privilégier les recettes personnelles, un peu de la même manière qu'on prend plaisir à faire sa cuisine quand on reçoit des amis, et on va prendre plaisir à faire ses propres photos. À partir de 6 ans, il y a des activités de création possibles. Avant 3 ans, on évite les écrans. Entre 3 et 6, il y a des écrans distractifs de plus ou moins bonne qualité. Il faut aider l'enfant à choisir les bons programmes, en parler avec lui. À partir de 6 ans, il y a des possibilités de création, et des possibilités de création même qui combinent parfois le manuel et le numérique. Donc après, quand l'enfant grandit, bien sûr, on va lui expliquer les contraintes d'Internet, les pièges d'Internet, les pièges de l'information continue. Bon, mais au fur et à mesure que l'enfant finalement témoignera de sa curiosité. Et puis après, quand l'enfant a 12 ans, 13 ans, il fait toujours comme s'il n'avait plus besoin de ses parents, mais enfin on conseille toujours aux parents quand même d'être conscients des faits. C'est une posture et qu'il faut être très présent si l'enfant en a besoin. Alors, on s'est intéressé parce que, comme toujours, les médecins sont intéressés par les effets que peut avoir une nouvelle technologie, qui est vraiment une technologie intrafamiliale, sur un certain nombre de choses. Première, qui nous paraît très importante et qui est complètement actuelle, si vous voulez, ne pas diaboliser. On ne veut pas diaboliser, on veut analyser également le positif et le négatif, même si les recommandations sont plutôt dans un sens, on va dire, négatif, parce que les médecins, bien sûr, regardent ce qu'il peut y avoir de mauvais. La deuxième recommandation, c'est en fait des écrans dans les espaces communs et pas dans les espaces intimes ou pas dans les chambres. Ça, c'est une recommandation importante, c'est-à-dire que, alors c'est vrai que c'est basé plus sur l'époque des postes informatiques qui sont un peu fixes, si vous voulez, comme la télé, comme les écrans d'ordinateur, etc. Et c'est plus difficile à réaliser depuis l'apparition de tous ces écrans mobiles qui sont les smartphones, etc. et qui vont être difficiles à dominer. La troisième recommandation, c'est respecter ou sanctuariser des temps absolument sans écran. C'est-à-dire que, en fait, le temps précédent et le temps du sommeil doit être sanctuarisé. La chambre doit être sanctuarisée au sens du sommeil. On sait que l'utilisation, la mésutilisation, peut-être dont on parlera des écrans, est associée à des diminutions très nettes du sommeil et une augmentation de la fatigue. La lumière bleue est une lumière qui éveille, en fait, qui maintient l'éveil et qui lutte contre l'endormissement. La quatrième recommandation, on dit, pour les écrans, oser la parentalité. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce que, et c'est peut-être là aussi une recommandation qu'on pourrait un peu décaler, je dirais comment, mais oser la parentalité, ça veut dire qu'un certain nombre de parents se disent que leurs enfants sont beaucoup plus compétents qu'eux, en particulier sur les jeux, en particulier sur la manipulation des écrans, et donc ne se permettent pas de donner leur avis. Le cinquième élément, c'est lutter contre l'isolement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu des conséquences, toutes les conséquences néfastes des écrans, du mésusage des écrans, je précise bien, elles aboutissent à l'isolement. Et c'est par l'intermédiaire de cet isolement
qu'on va avoir un certain nombre de pathologies. La règle des 4 pas, c'est pas d'écran le matin, parce que l'écran va épuiser l'attention de l'enfant dès le matin. Alors il a besoin de toute l'attention pour acquérir les différents apprentissages de la journée. Le deuxième pas, c'est pas d'écran pendant les repas, parce que le moment des repas est un moment de convivialité, et le cerveau qui va se concentrer sur l'écran va moins se concentrer sur l'assiette, et donc le sentiment de satiété va être retardé. Le troisième pas, c'est pas d'écran avant de s'endormir. Un peu comme pour le premier, l'écran va surstimuler le cerveau qui a pourtant besoin justement de descendre un peu en température et en excitation pour pouvoir induire un sommeil de qualité. Et le dernier pas, c'est pas d'écran dans la chambre de l'enfant, parce qu'on sait que dans la chambre, ça échappe au contrôle parental, soit en termes de durée de temps passé ou de contenu justement visualisé, et puis ça peut empiéter aussi sur le sommeil. Donc la règle des 4 pas, elle est intéressante parce qu'elle s'adapte à différents âges de la vie, et donc du coup un petit peu tous les membres de la famille peuvent utiliser cette règle des 4 pas. La question se pose alors de savoir sur quelles connaissances scientifiques se basent ces recommandations. Quelles sont les études qui en sont à l'origine? Mais en fait, quand on dit écran, de quel écran parle-t-on? De la télé ou du smartphone? Nous avons rencontré des chercheurs et des chercheuses pour leur point de vue scientifique, ainsi que des praticiens pour l'aspect clinique. On ne savait pas trop d'où venaient ces recommandations. Et donc nous avons voulu vraiment nous plonger dans cette littérature pour éclairer cette question de manière scientifique et pouvoir communiquer de manière scientifique sur ce sujet. Il n'est pas question finalement de prendre position pour ou contre, mais simplement, je pense à l'heure actuelle, déjà de comprendre ce qu'il en est, et on a l'impression quand même qu'on manque de données. Donc si déjà on réussit à avoir des données qui nous permettent de débattre, c'est déjà bien. L'essentiel de la recherche sur les écrans et l'enfant porte sur la télévision, parce que sur ce sujet, on a plusieurs décennies d'études depuis les années 60. Donc en général, la plupart de ce qui se dit est basé sur des études sur la télévision. Les tablettes et les smartphones sont apparus beaucoup plus récemment et effectivement ont des caractéristiques qui diffèrent en partie de la télévision. On a relativement peu de travaux pour décrire bien l'impact des tablettes et des smartphones sur le développement des enfants, mais ce qu'on peut dire, on va dire raisonnablement, c'est que par rapport à la télévision, qui est effectivement un média entièrement passif, et le fait que ça soit entièrement passif est un vrai problème. Si vous voulez, les nouveaux outils numériques, finalement, augmentent énormément l'éventail des possibilités, des activités qui sont possibles par rapport à ce qui était possible sur une télévision. Et donc, en augmentant cet éventail des activités, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Il peut y avoir toute la gamme d'activités. On peut imaginer des usages excellents, éducatifs, qui peuvent améliorer le développement de l'enfant, comme on peut en imaginer, qui sont évidemment pas du tout souhaitables. Donc je pense que on a la chance de vivre là un moment clé, je pense, de notre histoire, quand je dis notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, où peut-être qu'on devrait surtout prendre le temps, peut-être d'avoir un certain regard, d'avoir la chance de débattre, donc de récolter un maximum de données sur l'utilisation de ces outils, parce que sinon ça risque de nous échapper, et à un moment on ne pourra plus avoir le temps finalement d'avoir un certain recul, et peut-être que finalement la solution radicale ce sera de tout arrêter, au lieu là peut-être d'avoir encore l'occasion d'imaginer que ces nouveaux outils peuvent tout simplement réorganiser un peu les styles interactionnels. Et pour ça, il faut savoir de quelle manière ils peuvent être dangereux, de quelle manière ils ne le sont pas. L'enfant, s'il est avec sa tablette tactile, il va avoir une impression incroyablement réaliste de tourner les pages d'un livre, de construire un puzzle, de construire un plan, de peindre, de dessiner. Mais en fait, il touche toujours la même chose, toujours de la même façon, avec la même intensité, sans véritable perspective dans l'espace, variation de texture, interaction avec l'autre. Donc en cela, il peut y avoir des carences d'expérimentation sensorimotrice. Mais ce n'est pas directement l'écran qui cause ça, c'est l'effet de remplacement si à côté de l'écran, son environnement ne lui procure pas suffisamment d'expérience, n'est pas suffisamment bienveillant à cet égard.
Je dis surtout aux parents qu'il est important de mettre des cadres en fait et des règles autour de l'usage des écrans et voilà, en évitant les moments des 4 repas qui sont des moments qu'il faut quand même éviter dans la journée. Sinon, il faut voir l'usage des écrans comme une activité à part entière et pas une activité qui prend la place d'une autre et pas une activité qui doit combler du vide. En fait, il faut vraiment, je pense, voir les écrans comme un moment de partage qui peut être un partage d'expérience entre les différents membres de la famille ou autres. Et tant que c'est encadré et régulé, voilà, c'est là que ça peut être intéressant. La finalité de 36912, c'est vraiment pas de dire les écrans c'est mauvais, stop les écrans, etc. C'est effectivement de voir comment on peut passer d'un usage d'écran qui serait problématique, parce qu'effectivement il y en a, à un usage d'écran qui pourrait être intéressant, et quels types d'écrans sont intéressants à quel âge et pourquoi, et quels types d'écrans sont nuisibles à quel âge et pourquoi. C'est de comprendre un petit peu ça et de développer effectivement tout ce qui est accompagnement, d'inciter beaucoup les parents à faire avec leurs enfants. Les écrans, si c'est accompagné par les parents, ça peut être extrêmement intéressant. Et puis, ça reproduit la boucle relationnelle qu'on a dans n'importe quel jeu. Si on se met avec son enfant sur un tapis à jouer à des cubes, on peut aussi se mettre avec son enfant sur un canapé, sur une application, sur la tablette, et partager des choses autour de la tablette. Et dans ce cas-là, ce qui devient important, c'est plus du tout ce qui se passe sur l'écran, mais c'est ce qui se passe autour. C'est pourquoi on rigole ensemble, parce que l'éléphant bleu devient un éléphant rose, etc. Mais alors, qu'est-ce que le numérique ? Peut-on vraiment parler de culture numérique au même titre que la culture du livre ? Si le numérique permet de passer en un clic d'un éléphant bleu à un éléphant rose, 1000 autres possibilités d'interaction existent. Et soyons fous, imaginons un numérique sans écran qui soit plus adapté au développement de l'enfant. Le numérique sans écran, pour moi, c'est 2 choses. La première, c'est que l'informatique repose sur des concepts qui sont totalement indépendants des écrans et qu'on peut tout à fait manipuler. Par exemple, l'algorithmique, c'est une suite d'instructions en vue de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche. Et le mot algorithme précède de très loin les algorithmes numériques. On utilisait des algorithmes avant que l'informatique existe. Et donc les enfants, a fortiori, peuvent manipuler la notion d'algorithmique à travers, par exemple, les algorithmes du quotidien. Se laver les dents, en fait, c'est une suite de séquences, une suite de tâches très précises en vue d'accomplir cette tâche qui est se laver les dents. Pareil, le système binaire, ces 1 et ces 0 sont tout à fait explicables sans aucun écran. Ou plus largement, tous les concepts qu'on rencontre dans le numérique, on peut les transmettre aux enfants à travers ce que nous on appelle la culture du numérique. Donc on va leur expliquer comment ça fonctionne, on va leur expliquer les usages, on va leur expliquer les différents supports, mais sans jamais les confronter directement à l'écran. Et c'est là qu'on se rend compte de toute la complexité du sujet. Et surtout, qu'on ne pourra certainement pas y répondre de manière simpliste. Pour cela, on devra s'entourer de toutes celles et ceux qui s'intéressent et œuvrent au bon développement de l'enfant. Une chose nous apparaît essentielle, il faut que l'on revienne aux fondamentaux du développement de l'enfant pour comprendre en quoi le sujet des usages numériques des tout-petits anime tous les débats. C'est un problème qui est complexe et qui se doit d'être regardé sous différents angles. Ça peut être l'angle de différentes disciplines, mais ça peut aussi être l'angle de différents professionnels. Et je pense qu'il y a à la fois de l'expertise scientifique, bien sûr, mais il y a aussi des formes d'expertise, d'expérience. Et donc il va falloir apprendre à discuter en confrontant ces différentes formes d'expertise, qu'elles soient expertise scientifique, qu'elles soient expertise professionnelle ou qu'elles soient expertise d'expérience. Et je pense qu'il faut savoir les intégrer. C'est pour ça que je pense qu'on a besoin de sciences participatives, on a besoin d'approches interdisciplinaires pour pouvoir intégrer tout ça progressivement. Les enfants sont curieux. Les enfants, vous leur présentez un objet nouveau, ils le regardent, ils le manipulent, ils se posent des questions naturellement. Donc ils sont curieux, qu'ils soient numériques ou non d'ailleurs. Passer cette notion de curiosité, il faut les guider, les emmener vers une analyse qui va leur permettre d'aller plus loin que ce côté curieux. Donc partant de ce postulat-là, si en plus on ne les guide pas, si on ne prend pas le temps de les amener à comprendre, ça va être très compliqué. Ils vont être quoi ? Ils vont être utilisateurs. Et encore, c'est quoi utilisateur ? Ils vont être manipulateurs d'objets. Je ne pense pas qu'en France, l'idée, ça soit de former des manipulateurs d'objets.
mais plutôt des citoyens qui ont un regard critique sur le monde qui les entoure. Le jeune enfant se définit dans son rapport au monde par son extraordinaire curiosité, son sens de l'exploration, son désir de mobiliser le monde à la mesure de ses possibilités. Donc de ce point de vue-là, le numérique n'est pas différent de beaucoup d'autres objets traditionnels, une machine à laver, un four à micro-ondes. Ce qui change, c'est qu'il est évidemment beaucoup plus attractif. C'est là que l'éducation est très importante pour pour orienter la curiosité de l'enfant vers des centres d'intérêt qui sont moins pensés pour le retenir, mais qui sont tout aussi importants, voire plus importants pour le développement de toutes ses capacités.